Je vais demander à nos invités de bien vouloir nous rejoindre. J'appelle à nos côtés Daniela Burla, qui est déjà avec nous, directrice du développement durable, donc CETEC, et membre du conseil d'administration de C3D, et Patrick Racotondranaï, délégué régional Enedis Auvergne-Rhône-Alpes. Cécilia Tégédor est en train d'arriver, elle va nous rejoindre en cours de route, directrice générale de POMA, et donc François Gémen, qu'on ne présente plus. François Gémen, co-auteur du 6e rapport du GIEC, président du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Merci en tout cas de nous avoir éclairés sur ce sujet. C'est vrai que vous n'étiez pas là tout à l'heure, mais cela fait des heures déjà que nous débattons ensemble ici du rôle de l'ingénierie, comment l'ingénierie va pouvoir nous aider en matière de décarbonation de l'industrie, mais aussi en matière d'éco-responsabilité, de création de valeur. On a aussi parlé du rôle de l'ingénierie avec l'intelligence artificielle, comment on arrive à combiner les deux. Bref, les sujets sont multiples et on sent bien que les choses sont en train de bouger. Moi, j'aimerais qu'on parte des exemples. Vous en avez pris quelques-uns dans l'exposé que vous avez fait, mais Daniela, je voudrais commencer par vous, parce que vous accompagnez les maîtres d'ouvrage, et je voudrais que vous nous racontiez ce qui s'est passé en 2018, quand votre président vous a demandé de vous projeter. Parce que ça, c'est un exercice intéressant qu'on devrait presque tous faire d'ailleurs, se projeter à 2030, c'est-à-dire demain, pour imaginer le futur à l'époque de votre entreprise. Et je précise, l'entreprise appartient, et c'est important, aux collaborateurs. En effet, en fait, c'est une donnée d'entrée qui est très intéressante à savoir, puisque ça nous donne une liberté des choix dans nos projets, et aussi dans le libre d'oser, qui n'est peut-être pas la même pour des sociétés qui appartiennent à des actionnaires et qui demandent un retour sur investissement différent. En 2018, nous avons fêté dans le groupe CETEC, qui est un groupe d'ingénierie donc français de 4000 collaborateurs, composé de 46 filiales différentes dans les domaines du génie civil, des infrastructures, de l'environnement, du bâtiment. Nous avons demandé pour les 60 ans de CETEC, donc notre président a posé la question suivante: comment est-ce que nos collaborateurs se projettent à 2030 et quel est vraiment le type de projet qu'ils aimeraient faire? Pour la petite histoire, CETEC a été créé à l'origine par la construction de tunnels sur la Manche. Donc on est vraiment les concepteurs de ce projet. Et la typologie des projets que nous faisons sont, par exemple, j'aimerais citer le viaduc de Millau, en fait, que nous avons construit, ou la Fondation Lévi Vuitton. Donc c'est des projets quand même qui sont assez d'envergure, hein. On peut dire ça comme ça. Et donc, à cette question-là, comment est-ce que nos collaborateurs se projettent à 2030? Nous avons été très surpris de la question déjà en 2018. Ils souhaitent continuer à faire, donc les 80% des retours que nous avons eus, ils souhaitent continuer à faire de la belle ingénierie, à condition que cette belle ingénierie ait un sens, qu'on fasse des projets utiles, mais également qu'on contribue à préserver les conditions de vie sur Terre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous prenez conscience d'un certain nombre de choses et que vous commencez à radicalement changer votre approche. C'est exactement cela, oui. Oui, nous avons en fait, à cette époque, défini notre profession de foi, qui est être ingénieur et citoyen. Ingénieur parce que nous avons des solutions, justement, parce que nous savons parler avec les climatologues, avec les scientifiques, et surtout, nous pouvons proposer des solutions qui soient adaptées, des réponses adaptées au projet, en prenant en compte l'ensemble du cycle de la valeur, et aussi avec cette sensibilité environnementale que nous avons, des réponses vraiment judicieuses au bon endroit, au bon moment. Ça veut dire que quand vous prenez la décision de changer de modèle, finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez les projets, vous cochez des cases, il y a des go, il y a des no-go. Si les projets qui vous sont soumis ne remplissent pas la grille que vous vous êtes fixée, qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a eu plusieurs actions qui ont été réalisées. Déjà, nous avons mis en place un certain nombre de défis, on appelle ça. Donc, 3 qui concernent plutôt la partie atténuation, donc décarbonation, de mobilité, de la construction, de l'énergie. 2 qui concernent la préservation des ressources, c'est-à-dire tout ce qui est économie séculaire, tout ce qui est biodiversité. Et 1 spécifique à l'adaptation du territoire au changement climatique. Et donc, dans ces cas de ces défis-là, nous avons créé un certain nombre d'outils
pour que nos collaborateurs puissent avoir des méthodologies ou justement se poser les bonnes questions dans le cadre des projets. Donc une base commune. Une base commune, vraiment du savoir, pour pouvoir en fait que tout le monde puisse se former et puisse donner les bonnes réponses à nos maîtres d'ouvrage, à nos clients. Et pour pouvoir, il y a 2 ans réellement, c'était pas en 2018, c'était qu'il y a 2 ans, nous avons commencé à se poser les vraies questions de cette manière du renoncement, de se poser la bonne question. Est-ce que ce projet il est compatible avec notre démarche en citoyen? Est-ce qu'on répond aux besoins des communautés locales? Et est-ce que le client pour lequel nous allons travailler, il a une sensibilité environnementale, sociétale? Ça, c'est vraiment des questions de base. Mais surtout, est-ce que notre mission en tant que telle nous permettra de diminuer les externalités négatives et d'augmenter les impacts positifs de nos projets? Patrick Rakotondrané, je vais vous demander de prendre un micro. Est-ce que c'est une vision que vous partagez, ce que vient de décrire Daniela? Parce que Enedis, on le sait, doit fournir de l'électricité, doit continuer à en fournir et en même temps développer de plus en plus d'énergie renouvelable. C'est vrai que quand on regarde les chiffres qui sont devant nous, et vous allez nous les rappeler, c'est quand même assez colossal le changement qu'on doit opérer. Je crois qu'on doit multiplier par 3 d'ici 2035 les usages d'énergie renouvelable. Vous m'arrêterez si je dis une bêtise. On a à la fois des injonctions, on a des délais restreints et surtout on a un environnement qui est en mutation permanente et qui nous demande, qui nous commande même de faire autrement. C'est vraiment une équation à plusieurs entrées compliquées. Alors la question, est-ce que je partage la vision? Totalement. Je pense que aujourd'hui, on est face à quel type de défi, et notamment pour les opérateurs de réseau que nous sommes. Vous avez quelques chiffres en tête quand on est sur ces sujets-là. Effectivement, aujourd'hui en France, on parle de la PPE3. La PPE3, c'est entre 2022 et 2035, il faut faire x3 en énergie renouvelable. Il faut faire x6 en photovoltaïque. Et ça, c'est le next step. Là. On a déjà fait x3 juste avant. C'est-à-dire qu'on est dans une situation aujourd'hui où les défis qui sont devant nous, on ne peut pas les réaliser en faisant comme avant. C'est juste impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune industrie, aucune activité, je dirais, d'entreprise qui est capable de faire x6 en faisant comme d'habitude. Donc il y a 2 conséquences à ça. C'est-à-dire que nous avons pris conscience, nous, les opérateurs de réseau, effectivement, de ce partage-là de la vision, en disant, c'est pour ça d'ailleurs qu'Enedis est une entreprise à mission aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le statut d'Enedis aujourd'hui, ces sujets-là sont directement inscrits avec des objectifs et aussi les 41 000 collaborateurs ont intégré cette nécessité. Ça, c'est le premier objectif qu'on a atteint. Et le second, c'est que clairement, on n'y arrivera pas tout seul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, tiens, on est, j'aime pas trop dire ça, mais comme un monde d'ingénieurs, on a la solution, on va faire plus vite qu'avant et ça va le faire. Non, ça ne va pas le faire. Je veux dire, ça ne va pas se faire comme ça en tout cas. Donc, à la question qui est posée dans cette table ronde, sur l'ingénierie, pour nous, au fond, l'ingénierie, c'est l'art de construire des solutions techniques, mais pour des besoins humains. On est une entreprise publique de service public national, c'est bien pour des besoins humains in fine. Et où en est aujourd'hui l'ingénierie? Très clairement, est-ce qu'elle permet de s'adapter au dérèglement climatique? Ces dernières années, dans nos métiers en tout cas, la réponse c'est clairement oui. Et si on n'avait pas l'ingénierie, on ne serait pas du tout là où on est. Je pourrais donner quelques exemples précis. C'est le rôle aussi, l'essence même de l'ingénierie, de construire ou d'aider à construire autrement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que il y a deux pas de temps. J'indiquais ce qui est de préparer l'avenir. Dans les métiers comme les nôtres, ne pas prévoir, c'est déjà commencer à gémir. Donc, parce qu'il faut qu'on voit sur 40 ans, nous. Tout ce qu'on construit, c'est au moins 40, 50, 60 ans.
Donc il ne faut pas se tromper aujourd'hui, parce que ça fera du mal plus tard. Donc ça, déjà, c'est vraiment pas de temps pour le futur. Hein. Et donc je parlais de la décarbonation. Alors on peut citer l'électrification des usages, la réindustrialisation, les ENR qui arrivent. Tout ça, c'est ce qu'il y a devant nous. Ça a déjà commencé, mais ça s'accélère. Hein. Et vous avez l'autre phénomène qui arrive en même temps. Hein. C'est ce qu'on a appelé, nous, le dérèglement climatique. Hein. Nous, nos réseaux, c'est quelque part un thermomètre de ces changements. Hein. Parce qu'on voit bien qu'on vit aujourd'hui des situations qu'on ne connaissait pas du tout il y a tout juste 15 ans. C'est quelques épisodes comme ça qui arrivaient. Je pense que nous tous ici, on devait tous être là en 99 à peu près, je pense quand même. Hein. On se souvient de 99, il y avait une grande tempête, donc énorme. Hein. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on fait face, selon les régions françaises, hein, à ce type de tempête tous les ans, pratiquement. Et je citerai juste celui-là, puisque là, on est en région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous prenez sur Drôme-Ardèche, hein, en 2019, hein, en l'espace de 3 jours, hein, il y a eu 650 km de réseau qui sont tombés. Même les grands poteaux qui sont à 60 mètres sont tombés. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas du tout. Dans la conception initiale de nos aînés, c'était pas dans les modèles. Donc maintenant, on les intègre dans les modèles. Hein. Il faut tenir les 180, 200 km/h, y compris à des endroits où on n'y pensait pas du tout. Et quand on disait il faut prévoir, nous, aujourd'hui, on sait dire que d'ici 2040, on va investir 100 milliards d'euros. Mais en fait, quand on dit ça, c'est parce c'est l'ingénierie qui permet de regarder où est-ce qu'on le met, quand et quel montant on va y mettre. Ça veut dire que, si je vous suis bien, on a plusieurs injonctions, alors pas forcément contradictoires, mais on doit en même temps répondre à la commande, la nôtre, celle du public, pour pouvoir adresser les besoins. On doit en parallèle continuer à tester, à mettre en œuvre de nouveaux projets pour rendre les infrastructures plus résilientes face aux aléas climatiques et plus à même de tenir face à la nouvelle donne qui est celle qu'on décrit depuis ce matin. Je pense vraiment que c'est ce qui fait la beauté de nos métiers, en fait. C'est-à-dire que si c'était facile, hein, on ne le ferait peut-être pas. C'est un métier très difficile aujourd'hui. Donc, mais par contre, on a tous les éléments pour y arriver. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les compétences, hein, il y a aussi quelque part la volonté politique d'y aller. Hein. Je pense que l'aspect paradoxal que vous citez, il est lié à cette accélération d'un côté, où on dit qu'il faut accélérer très très fort, donc par exemple sur les renouvelables, donc nous il faut qu'on suive ça, et en même temps, hein, la population, comme nous tous, hein, on n'accepte pas qu'il y ait une coupure qui puisse durer plus de 5-10 minutes, déjà on commence à pester. Hein. En France, en tout cas, hein, si on voyage un petit peu, on se rend compte que les réseaux dans d'autres pays, on n'est pas au niveau de la France, quoi, très très loin. Mais en France, c'est comme ça. Donc il faut qu'on gère ces éléments paradoxaux, en fait, pour que tout le monde comprenne, au fond, les enjeux et les défis qu'on a devant nous. Je vais vous demander de réagir dans quelques minutes, François, mais Cécile Atégédor est arrivée, nous a rejoints. J'imagine que ce qu'on est en train de décrire, même si le secteur n'est pas le même, c'est pareil finalement chez vous, chez Poma, parce que vous faites face d'une autre manière aux mêmes défis, avec vous aussi un questionnement sur le sourcing, sur les matières premières, des tests aussi pour construire, j'imagine, autrement ce que vous faites au quotidien. Je vous en prie, prenez un micro pour vous ranger. C'était pour voir si on suivait bien, et il y en a un qui suit, c'est bien. Merci François. Oui, tout à fait. Excusez mon retard. Oui, alors chez Poma, transport par câble, hein, leader du transport par câble. On fêtera nos 90 ans l'an prochain. Quelques chiffres quand même, juste savoir ce qu'on fait. Donc 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1500 personnes, 900 en France, et on est présent sur toute la chaîne de valeur depuis la conception
conception, la production, l'assemblage sur site et le service après-vente de nos appareils, parce qu'effectivement, on ne vend pas des stylos, enfin, sans offense pour les producteurs de stylos, mais c'est vrai que nos appareils doivent durer au moins 30 ans, 40 ans. Voilà, donc on est vraiment un acteur qui s'inscrit dans la durée. Donc de ce point de vue-là, par essence même, ce qu'on construit doit être résilient. On est une société qui est issue de la montagne, je pense que la plupart d'entre vous le savent ici. Donc du coup, ça nous amène à avoir une certaine résilience par nature, je dirais. Mais ce que peut-être on sait moins, c'est que Poma, c'est aussi présent dans les villes et dans d'autres géographies. C'est une entreprise qui est à 70%, qui vend 70% de ses appareils à l'export. Et pour donner un ordre d'idée, en moyenne sur les 5 dernières années, la part neige-montagne, ça représente 40% de notre chiffre. Donc le reste, c'est du service, etc. Donc nous, on est effectivement d'emblée dans cette problématique de la résilience, de l'adaptation au changement climatique. Et c'est vrai que dernièrement, il y a eu un fait générateur, même si on y était impliqué depuis plusieurs années, depuis du fait qu'on est présent dans des géographies comme la Colombie, etc., qui nous ont amené à une certaine maturité sur les sujets de RSE assez tôt, aux alentours de 2014-2015, en tout cas par rapport à notre secteur, hein, je ne connais pas les autres, mais il y a eu la Convention des entreprises pour le climat, et auquel Poma a participé à la première promotion en 2021-22, et ça a déclenché une démarche structurée qu'on a appelée LIFE, LIFE pour un acronyme anglais qui veut dire Low Impact for Environment, et qui vise à revoir en fait l'ensemble de nos process depuis les matières premières, comment on peut faire pour consommer moins de matières premières, comment on peut travailler sur l'éco-conception, comment on peut travailler sur la recyclabilité des différents composants. Vous avez une démarche sur l'acier notamment, je crois. Oui, on a des démarches sur l'acier, l'aluminium, le polycarbonate, où on s'efforce de travailler, par exemple, sur les toitures LIFE qu'on a installées là sur la télécabine de Glacier il y a 2 ans. Dernièrement, cette année, à Vallon, on a des démarches de recyclage d'acier qui sont faites, mais aussi sur d'autres composants. On travaille sur des filières de récupération, de collecte et de valorisation de caoutchouc. On travaille sur des filières de recyclage d'aimants, etc. Enfin, je peux vous en citer un certain nombre. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est efforcé de structurer une démarche. Et pour revenir sur cette histoire de toiture LIFE, par exemple, on a mis au point cette toiture. Donc, c'est les toitures qui sont en gare, hein, dans les appareils, dans les remontées mécaniques, les télécabines. Voilà, vous arrivez en gare. Là, par exemple, il y a un meilleur système de collecte des eaux pluviales, il y a une optimisation du poids de la toiture, il y a de la maintenabilité aussi, parce que le développement durable, c'est pas uniquement penser à que l'impact environnemental, je dirais, brut, si je puis dire. Bien sûr, c'est notre préoccupation, c'est la lutte contre le changement climatique, mais c'est aussi, tant qu'à faire, avoir une démarche RSE plus globale de maintenabilité qui va servir aussi à nos clients. Vous parliez justement de vos expériences dans certains pays, vous citiez la Colombie, ça rejoint ce que disait tout à l'heure Patrick Rakotodranaï, parce que vous avez déjà cette expérimentation, ce retour d'expérience sur les questions des séismes, les vents violents. Il y a des choses que vous avez déjà testées, ça vous permet d'aller plus loin sur les modèles aujourd'hui ? En fait, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que nos systèmes, ils sont résilients. Enfin, en fait, à chaque fois qu'on modélise un appareil, à chaque fois, ce sont des études sur la géotechnique, des études sur l'implantation de la ligne, où on va mettre les pylônes, comment on va designer tout ça. Et on prend en compte, bien sûr, la géographie locale, les contraintes locales. Et on a un retour d'expérience. Donc, par
exemple, sur New York, c'est nous qui avons fait le téléphérique de Roosevelt Island. C'est un des premiers, quand il y a eu la tempête Sandy en 2012, donc il y avait des vents de 120 km/h. C'est un des... Donc alors évidemment, on a arrêté l'appareil, mais je veux dire, l'appareil n'est pas tombé ou n'a pas été il n'a pas été abîmé par cette tempête, et c'est surtout le premier moyen de transport à New York qui a été remis en service après le passage de la tempête. Plus récemment, là, à La Réunion, on a une télécabine à Papang, à Saint-Denis-de-la Réunion. Il y a eu le passage du cyclone Garance qui a causé beaucoup de dégâts. Notre appareil n'a pas, bien sûr, il a été fermé, arrêté, mais il a repris très très rapidement par rapport à d'autres infrastructures. C'est l'avantage du transport par câble. Pour le coup, on couvre, voilà, c'est assez léger en infrastructure, c'est démontable facilement aussi. Voilà. Ce sont des situations nouvelles qui vous imposent d'aller plus loin dans la recherche de nouvelles solutions. François Gémen, je voudrais vous donner la parole sur les témoignages que vous venez d'entendre, parce qu'on est dans 3 secteurs d'activité très différents qui sont directement impactés et qui se questionnent aussi sur les changements climatiques. Mais on voit aussi, et c'est ça qui est intéressant, que la main de l'homme est en capacité d'adapter les infrastructures finalement aux changements qui se profilent, sans savoir réellement où, quand, comment ils vont se produire, même si on commence évidemment à avoir des modélisations. D'où la nécessité d'avoir, je crois, une réflexion permanente sur l'adaptation. Et je crois que l'erreur tragique que nous pourrions commettre, ça serait de considérer que nous sommes adaptés. Et qu'à un moment donné, on va se dire, voilà, telle infrastructure, tel système de transport, tel réseau est adapté aux impacts du changement climatique. Il faut comprendre que l'adaptation, c'est un processus, une trajectoire. Et que dès le moment où vous allez vous dire « c'est bon, nous sommes adaptés », ça veut dire qu'en réalité, vous ne l'êtes pas. Et donc, ça impose évidemment aux entreprises, aux ingénieurs, aux concepteurs des machines, des réseaux, des systèmes, une sorte de réflexion permanente et une sorte de capacité d'adaptation face à de nouveaux impacts, et également par rapport à ce qui potentiellement n'avait pas été prévu ou envisagé dans les modèles. Et je pense par exemple à des possibilités d'emballement ou du dépassement de seuils de rupture climatique. Et ça, c'est un élément absolument essentiel. Le deuxième élément, c'est qu'il va absolument falloir que ce que nous déployons et ce que nous entendons ici comme déploiement de capacités d'adaptation en termes d'ingénierie, il va falloir les déployer bien plus avant. Parce qu'évidemment, vous avez choisi des entreprises pour cette table ronde qui sont très avancées et qui sont un peu à la pointe sur ces sujets. Je peux vous dire, hélas, que ce n'est pas le cas de toutes les entreprises et que beaucoup d'entreprises, aujourd'hui encore, sont un peu aveugles ou dans le déni par rapport aux risques auxquels ils vont être confrontés. C'est la raison pour laquelle certains assureurs commencent désormais à leur dire « nous ne vous assurons plus si vous n'avez pas de plan d'adaptation ». Et là, je crois qu'il va falloir absolument reconnaître que, bien sûr, il y a des questions d'adaptation comportementale, d'adaptation de modèles d'affaires, etc. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la rupture d'une chaîne d'approvisionnement, mais aussi des questions dures, directement. Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux risques, notamment pour la sécurité? Et là, on va avoir évidemment besoin de solutions d'ingénierie. Et je crois, et peut-être je vais terminer par là, qu'on commet souvent l'erreur dans le débat public d'opposer des solutions d'ingénierie, des solutions techniques ou technologiques à des solutions de politique publique ou à des solutions de changement de comportement. Et on va souvent, par exemple, vouer aux gémonies les ingénieurs dans les milieux écolos parce qu'on va dire ce sont des gens qui ne jurent que par la technique ou la technologie et qui n'intègrent pas du tout la nécessité de transformer les comportements, qui n'intègrent pas du tout la nécessité de politiques publiques ambitieuses en matière fiscale, etc. Je pense que c'est tout le contraire. Et je pense que véritablement, nous commettons une erreur tragique si nous opposons entre elles ces solutions. L'enjeu, c'est de voir comment nous allons pouvoir nous appuyer sur chacune d'entre elles. Et peut-être, je dois bien le dire, en commençant par des solutions d'ingénierie, pour voir comment ces solutions vont permettre aussi une évolution des comportements et comment le législateur va pouvoir intervenir pour fixer des règles du jeu
et un cadre fiscal. Et donc, si nous commençons à opposer ces solutions entre elles et à dire qu'il y a d'un côté des solutions technologiques et de l'autre des solutions de changement de comportement et de politique publique, je dis clairement, on ne va jamais y arriver. Et c'est des postures qui visent uniquement à se faire plaisir soi-même, mais qui n'amènent pas du tout la décarbonation d'une tonne de gaz à effet de serre nulle part. C'est un peu là que je voulais en venir finalement, parce que si je vous entends bien, ça va demander de travailler beaucoup plus en commun, en collaboration, sans opposer les uns aux autres. Donc c'est aussi ça qui va permettre d'être plus résilient, c'est d'apprendre de l'autre. Bien sûr, et sur beaucoup de sujets, on va réaliser que telle innovation technologique va imposer ou va entraîner des changements de comportement et par exemple des changements de modèle économique. Bien entendu, la voiture électrique, par exemple, va imposer des changements de comportement. On ne va plus assurer ces voitures de la même manière. Le marché de l'occasion ne va plus fonctionner de la même manière. Potentiellement, il va falloir adapter la réglementation. Et à l'inverse, il y a également des changements d'usage et des changements de comportement qui vont aussi amener des évolutions technologiques ou des évolutions de modèles d'affaires. Ce qui compte aujourd'hui, c'est plus, je crois, d'opposer les solutions comme si nous étions des enfants gâtés qui discutions d'un hypothétique problème qui se poserait dans 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, l'impératif, c'est de voir comment on va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement et le plus fort possible. Et pour ça, on va avoir besoin de s'appuyer les uns sur les autres, bien entendu. Alors, comment on fait justement pour s'appuyer les uns sur les autres, puisque vous le faites déjà chacun dans votre secteur. Daniela, avec C3D, c'est déjà un peu l'esprit, cette mise en commun du travail, cette collaboration avec je pense à des programmes dont vous m'avez parlé, je pense à Gvit par exemple aussi. Voilà, on a des exemples concrets et ça marche. Alors ça, c'est plutôt chez CETEC. En fait, nous avons mis en place des outils de calcul vraiment des impacts, mais sur les 25 aspects environnementaux significatifs. Donc, pour pouvoir en fait proposer aux maîtres d'ouvrage, à nos donneurs d'ordre, plusieurs solutions en fait. Comme ça, le maître d'ouvrage choisit en fonction déjà de son budget et aussi des apports qu'on leur a apportés comme notre raisonnement. Par exemple, pour faire une solution alternative plutôt bois-métal, nous pouvons calculer le coût carbone et le maître d'ouvrage et pourra investir ou pas en fonction de sa volonté. Mais ce qui compte pour nous, c'est pouvoir implanter des graines surtout et pouvoir les sensibiliser sur les choix qu'ils font et l'impact de leurs choix qui est au niveau des projets. Au niveau du C3D, c'est un peu différent. C'est plutôt vraiment un collectif de 400 directeurs de développement durable et nous travaillons ensemble sur, justement, par exemple, sur mettre en place des modèles pour l'entreprise régénérative. Donc, et ça, et aussi, on essaie aussi d'accompagner les professionnels de la RSE sur les sujets de CSRD, par exemple, les modifications que nous avons par rapport à la CSRD. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. En interne, chez CETEC, on est plutôt sur des formations et déploiement de ces outils pour pouvoir que nos ingénieurs aient les bons réflexes à proposer dans les projets. Ce que je peux dire aussi, c'est que le niveau de maturité n'est pas tout à fait le même sur l'ensemble de nos clients. Et donc, c'est là en fait que nous devons beaucoup travailler ensemble. C'est pour pouvoir les convaincre qu'on n'a plus le choix, on doit anticiper et on doit être plutôt dans la proactivité que dans la réaction. On ne peut pas continuer à faire de l'adaptation réactive, mais on doit être vraiment dans l'adaptation proactive. Patrick, c'est la même analyse que vous faites, effectivement. On n'a plus le choix, mais comment on fait pour embarquer davantage de monde? Alors, c'est peut-être plus simple quand on est Enedis de dire venez partager, venez collaborer avec nous sur des projets. Plus simple, je ne peux pas indiquer comme ça que c'est tout de suite plus simple. Je pense que réellement, vu le défi, quand on travaille sur ces sujets-là, ça veut dire aussi que les projets sont beaucoup plus complexes. Donc, mais aujourd'hui, très clairement, ma vision est la même, c'est-à-dire que c'est ce que François disait aussi, c'est que au fond,
et je le disais tout à l'heure, on ne peut pas y arriver tout seul. C'est-à-dire que si chacun reste dans son sillon avec nous, par exemple, notre savoir-faire, 70 ans déjà maintenant, je dirais, comme sur le monde du réseau, et qu'on dise, nous, on sait ce qu'il faut faire pour les 40 ans à venir. On a notre vision. Et il faut travailler avec l'ensemble des acteurs. La première chose, je pense, c'est que, ce que disait François tout à l'heure, c'est les politiques publiques. Il faut effectivement travailler ensemble pour dire quelque part les co-construire, en tout cas pour qu'ils puissent être mis en œuvre concrètement sur le terrain. C'est-à-dire que ce ne soit pas deux choses complètement découpées. Et après, dans la mise en œuvre, il faut que tous les acteurs des territoires notamment, donc on parle de ça sur la décarbonation, mais c'est valable aussi sur l'adaptation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde qu'est-ce qui est le mieux pour chaque territoire, et pour ça, il faut que tous les acteurs du territoire soient ensemble et se mettent d'accord. Donc là, en fait, chaque territoire devient un projet en fait, pour dire comment on fait pour être le mieux adapté possible. Et aujourd'hui, c'est vrai que les acteurs on travaille plus facilement ensemble, parce que ça c'est parti du fait qu'on a partagé le but. C'est-à-dire que le but commun est partagé. Donc quand on travaille sur le chemin pour y arriver, c'est là où c'est beaucoup plus facile. Quand on pose la question comment l'ingénierie permet-elle de s'adapter aux dérèglements climatiques, on pose aussi en même temps aux entreprises qui sont concernées la question de comment vous allez transformer vos modèles économiques, vos business models. C'est lié? Oui, c'est complètement lié. C'est-à-dire que on n'est pas sur, comme je disais tout à l'heure, de business as usual. On dit, bon, c'est bon, on continue comme ça. J'indiquais tout à l'heure qu'une entreprise comme la nôtre, on va investir 100 milliards d'euros. Une fois qu'on dit ça, en fait, on a toujours tendance à penser que, bon, c'est bon, maintenant, j'ai prévu l'argent, donc ça va être facile. Pas du tout. Je veux dire, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que on sait qu'il faut investir ces montants-là pour répondre aux politiques publiques et surtout à la demande des utilisateurs du réseau, donc chacun d'entre nous. Et avec deux KPI qui changent tout, c'est qu'il faut qu'on assure la continuité et la qualité d'alimentation partout en France. Et cette qualité, elle doit être garantie pour chaque Français. Donc le modèle, obligatoirement, il bouge. Il faut qu'on s'adapte à ça aussi. Et c'est parfois aussi difficile que le dérèglement climatique. Même analyse, Cécilia? Oui, c'est vrai qu'on peut rien faire. Alors, on peut rien faire seul, quoi. Nous, on travaille sur deux axes. D'abord, les choses, on les fait avec nos clients. Quand vous dites qu'il y a un changement de business model, encore faut-il que nos clients, ils soient d'accord aussi pour changer de business model. Sinon, on va pas y arriver. Alors, il se trouve que, en tout cas, pour par exemple parler du secteur de la neige, ça bouge. La Compagnie des Alpes, par exemple, un de nos gros partenaires et clients, est très impliqué et communique énormément sur ces sujets-là, de l'impact carbone de son activité. C'est la même chose avec la SATA, qui gère les deux Alpes, l'Alpe d'Huez en particulier, qui a une autre forme d'approche, mais qui travaille de la même manière. On vient de réaliser Gendry aux deux Alpes. Ça a été vraiment un projet de longue haleine, mais construit en liaison, que SATA a piloté, construit en liaison avec les partenaires locaux. Et là, dernièrement, vous voyez, il y a une démarche à Roche-Blanche sur le domaine de Valseny, où là, ils ont fait le choix de poser un télésiège débrayable recyclé à 90%. Donc ça, c'est un choix. Alors ça se voit pas, on voit pas que c'est entre guillemets de la seconde main. Pourtant, ils ont pris un appareil qui avait 10 ans. Nous, on l'a remis en forme, si je puis dire, comme il fallait. Un résultat des courses, une empreinte carbone diminuée, un coût qui est aussi diminué, puisque il y a moins de choses à reprendre. Un impact. Ils ont repris aussi le même tracé, la même
lignes, mais on a pu réduire le nombre de pylônes, etc. Donc tout ça, ce sont des démarches vertueuses. Chacun invente un peu ces choses. Là, je me concentre sur le domaine de la montagne, mais on pourrait faire le même genre d'analyse pour les villes. Bon, sachant que l'angle est un petit peu différent, parce que sur les villes, leur gros sujet, quand nous on intervient, nous on est un acteur de la mobilité douce. Voilà, alors on n'est pas comme un métro ou un train, on ne va pas transporter 12 000 personnes voilà, par heure. On est sur des volumes plus restreints. Néanmoins, on s'inscrit complètement en complémentarité des autres modes de transport, et on aide sérieusement à désengorger les villes qui sont surchargées de voitures, mais pas que de voitures. Voilà, à un moment, il faut prendre la 3e dimension, quoi. Faut monter. J'ai l'impression que finalement, la question pourrait aller dans les deux sens, c'est-à-dire que l'ingénierie aide à se transformer face au dérèglement climatique, mais le dérèglement climatique pousse aussi l'ingénierie à se transformer. Et finalement, ça fonctionne dans les deux sens. On a le sentiment que finalement, il faut changer de regard. On l'a dit souvent depuis ce matin, mais c'est vraiment ça. On change de mindset. Patrick, Daniela. Ah oui, non, totalement. Je pense que aujourd'hui, sur cette notion de mindset sur l'ingénierie, je pense qu'il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est les compétences qu'il y a derrière et qu'il faut aller rechercher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le métier que nous faisons, nous, enfin la filière réseau électrique, d'ici 2030, il faut qu'on embauche 43 000 personnes. Donc pour réussir le défi qu'on vient de dire. Donc 43 000 recrutements, ça fait 8 000 par an à peu près. Je veux dire, dans cette région, on en a besoin de 9 000. Donc c'est colossal. Je veux dire, c'est-à-dire que je cite juste ça pour vous rendre compte du défi. C'est-à-dire que sur cette région, par exemple, si notre filière embauchait tous les diplômés, tous, donc du domaine de l'ingénierie, donc au fond du bac technicien plus les ingénieurs, par rapport aux besoins, on pourrait embaucher tout le monde. C'est-à-dire, c'est tout le monde. Donc ça veut dire que par rapport au marché, au reste des activités, qui sont aussi utiles pour tout le monde, il y a un vrai défi sociétal là-dessus. Donc quand on dit oui, il faut changer de mindset, et ben là, par exemple, sur ce sujet-là, il faut changer complètement de mindset. Il ne faut pas être dans son sillon et dire « mais moi, l'essentiel, c'est pour moi, pour moi, pour moi ». Parce que non, il faut travailler avec tout le monde. Et l'objectif, c'est de faire grossir le gâteau, je dirais, des formations. C'est ce que fait le collège d'ingénierie avec les nouveaux bachelors. Je pense que c'est ça qu'il faut travailler ensemble. Sinon, si on reste dans notre sillon, en fait, on va avoir une galerie de mercenaires et on ne va pas arriver à avancer. Daniela, Cécilia. Je pense sincèrement que nous ne pouvons plus concevoir comme avant déjà nos projets sans prendre en compte le vivant, c'est ce que nous avons déjà discuté aujourd'hui, sans avoir en tête les limites planétaires et sans importer l'ensemble de l'écosystème avec nous. Ça, c'est évident. Donc oui, en effet, le changement climatique a eu vraiment un impact sur notre façon de voir les choses. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est que nous pouvons effectivement contribuer à adapter nos infrastructures et nos territoires. Mais ce qui nous manque, c'est surtout au niveau de la réglementation, en fait, des éléments plus précis. Et ce qui est bien dommage, c'est de ne pas considérer le risque climatique de la même manière qu'un risque industriel. Parce que si on avait ça comme donnée d'entrée, ça sera beaucoup plus simple pour nous pour convaincre les donneurs d'ordre et les collectivités qu'on ne peut plus faire autrement. Et dans le cadre de Syntec Ingénierie, dont je fais partie aussi de la commission de développement durable, nous avons mis en place donc, un charte climat et biodiversité justement pour fédérer l'ensemble des ingénieurs qui en font partie de cette activité professionnelle, pour pouvoir justement en fait, donner tous les mêmes règles de base dans l'approche de nos projets. Oui, moi je voulais juste rebondir. Ce que je trouve intéressant dans les échanges, c'est que, je ne sais plus si c'est François et Patrick ou les deux qui l'ont dit aussi, on parle de changer effectivement de mindset, on parle de collaboration avec des parties prenantes. Je pense que ce mot, ça serait bien qu'on le remette à la mode.
Parce que moi, je suis depuis peu dans le secteur des remontées mécaniques. J'ai rejoint Poma il y a 3 ans, donc je découvre ce secteur qui est absolument passionnant, et je découvre la montagne et tous ceux qui sont attachés à la montagne. Et ce qui est intéressant, enfin ce que je trouve intéressant, c'est de voir des conflits violents autour de la montagne, et on est aussi un peu au cœur de ça, puisque voilà, sur le fait que nous construisons des infrastructures, moi et d'autres constructeurs, qui défigurent la montagne, etc., etc. Bon, voilà, ce que je peux entendre, ce qui me semble tout à fait audible. D'un autre côté, il y a quand même une dimension loisir, plaisir, ressourcement aussi dans la montagne, que l'écosystème montagne nous apporte en tant qu'humain. Donc moi, je trouverais intéressant qu'on puisse en discuter de manière sereine, j'ose pas dire ce mot, mais en tout cas comment on puisse s'écouter sans avoir de position dogmatique, et j'espère qu'on va avoir une occasion formidable de le faire. Alors moi je ne suis que partie prenante de loin, mais on a voilà. 2030. On a eu les Jeux Olympiques de Paris qui ont été, bon voilà, moi je vous dis mon opinion personnelle est pour moi extraordinaire. Je pensais pas vivre ça, voilà, bon, enfin c'est un jour quoi, donc c'était extraordinaire pour moi ce qui s'est passé. Mais on voit que c'est 10 ans de boulot, on voit que c'est quand on regarde les coulisses, bon alors il faut évidemment des personnalités emblématiques, charismatiques, il faut du talent, il faut un peu de chance, il faut beaucoup travailler, enfin il faut beaucoup de choses pour que tout ça fonctionne. Moi j'aimerais bien que pour les JO de Paris de 2030, là qu'on est en train voilà, qui sont lancés, les JO d'hiver, voilà, je cherchais le mot, je trouverais intéressant qu'à ce prétexte-là, on puisse réunir. Voilà, moi en tout cas, c'est ce que moi et Fabien Fely, le président de Poma, voilà, bon, nous on est opérateur, on est constructeur, on est un peu moins en avant, si vous voulez, que d'autres. Vous êtes impliqué dans le débat. Voilà, mais c'est voilà, vous voulez que je formule. Je voudrais vous laisser le mot de la fin, François. Oh, mais je n'ai pas du tout cette prétention. Ah moi si, voyez-vous. On a échangé, vous parliez de risque, c'était assez amusant de vous entendre dire ça, parce qu'on a commencé les débats ce matin en parlant du risque, justement. Vous avez coché toutes les cases que nous avons cochées finalement avec cette journée, puisqu'on a parlé de low-tech avant que vous arriviez. Donc on s'aperçoit, et c'est quelque chose qui a été dit d'ailleurs lors des tables rondes, que tout est imbriqué. Il ne faut pas prendre chaque sujet séparément, mais que finalement l'un nourrit l'autre, et l'un est une partie de la solution de l'autre. C'est véritablement ça qu'il faut peut-être comprendre quand on adresse les sujets de changement climatique, de dérèglement climatique. Je pense qu'il faut, effectivement, dans notre rapport à la technologie, d'abord comprendre comment la technologie va faire évoluer nos vies. Je suis toujours frappé de l'argument de ceux, et ils sont malheureusement nombreux dans les milieux écologistes, qui vont dire « Ah là là, mais le rêve des ingénieurs, c'est de faire en sorte que grâce à la technologie, on puisse continuer à vivre demain comme nous vivions aujourd'hui. » Je dis « Mais dans la manière dont votre vie a évolué, si je regarde ma pauvre vie de 44 ans, les principales évolutions de mon style de vie, elles ont été amenées par la technologie. Je ne me déplace plus de la même manière depuis qu'on a mis les vélos en libre-service géolocalisés dans les villes. Je ne fais plus des recherches en tant que chercheur de la même manière depuis que nous avons Internet. Je ne communique plus avec mes co-auteurs de la même manière depuis que nous avons des emails. Et donc, en réalité, la plupart des grands changements dans la manière dont nous vivons, ils ont déjà été amenés par la technologie. Je ne sais pas quel esprit tordu s'imagine que le but de la technologie, c'est de vivre demain de la même manière que nous vivons aujourd'hui. Et donc, je crois que dans notre rapport à la technologie et globalement, disons, aux sciences de l'ingénieur, il faut comprendre comment des évolutions technologiques vont faire en sorte que précisément nous modifions et que nous adaptions nos comportements, et par là que les politiques publiques s'adaptent également. Et de la même manière, évidemment, la technologie va être touchée par les impacts du changement climatique et va devoir y réagir. Si je prends une entreprise comme Poma, qui est surtout connue, même si j'entends que ce n'est que 40% de son activité, pour les remontées mécaniques
à la neige, eh bien, on se rend bien compte que les stations de basse et de moyenne altitude, soit ne vont plus commander de remontées mécaniques et que donc il va falloir trouver de nouveaux marchés pour Poma, soit vont commander d'autres types d'appareils et que potentiellement il va falloir se dire, on utilisait les remontées mécaniques surtout pour les skis, peut-être que demain on va les utiliser pour les vélos et donc il va falloir adapter les appareils et les remontées mécaniques pour pouvoir emporter des vélos ou d'autres choses sur les appareils. C'est déjà le cas. Et donc, bien entendu, et donc ça c'est un exemple un peu simple et basique, mais les impacts du changement climatique vont aussi transformer la technologie. Et donc, je crois qu'il faut absolument pouvoir considérer ça dans son ensemble et voir comment nous allons, à partir de là, avoir des sortes de chaînes vertueuses. Et ça me paraît être très important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question du transfert de technologie. C'est absolument fondamental de regarder ces questions de transition et d'adaptation à l'échelle mondiale. Et donc, de ne surtout pas réserver les technologies uniquement pour des besoins occidentaux. Et aujourd'hui, un des gros freins à la transition énergétique, notamment dans les pays du Sud, c'est évidemment le manque de moyens, mais c'est aussi le manque de transfert de technologies. Et donc, de la même manière que nous avons réfléchi pour les vaccins et pour la question des brevets, et comment est-ce qu'on fait pour rendre les vaccins anti-Covid disponibles à l'échelle mondiale, nous devons absolument réfléchir ensemble, et ça c'est vraiment, je dirais, une réflexion sur à la fois les ingénieurs, mais aussi ceux qui s'occupent de propriété intellectuelle, sur comment est-ce qu'on fait pour transférer la technologie dans d'autres pays. Ici, je prends un exemple des réseaux électriques d'Enedis. Et Enedis fait plein de trucs, et vous en avez parlé de certains, il y a encore plein d'autres choses qu'Enedis fait pour améliorer notre consommation, mieux réguler notre consommation, adapter les réseaux. Et je leur dis, mais tout ça c'est formidable, mais rendez-vous compte que dans plein de pays du Sud, il n'y a même pas de réseau électrique digne de ce nom. Et donc vous n'allez pas pouvoir faire des énergies bas carbone, renouvelables ou nucléaires, tout simplement faute d'un réseau électrique suffisamment robuste et performant que pour distribuer cette électricité. Et je dis, si demain Enedis pouvait aller apporter son savoir-faire au Liban ou au Sénégal, on ferait des progrès considérables. Et là, votre patronne, Madame Legnaud, me dit toujours, mais professeur, vous n'imaginez même pas, on n'a même pas le droit d'opérer en Corse, donc imaginez au Liban ou au Sénégal. Et donc là, il y a des vrais enjeux de transfert de technologie, et ça me paraît absolument fondamental. Troisième élément, il faut absolument, je crois, que nous développions une sorte d'écologie positive par rapport aux solutions. Et moi, je suis toujours dépité, et je reprends la question de l'exemple des Jeux Olympiques d'hiver. Il m'est arrivé à l'une ou l'autre occasion, invité par M. Muselier dans la région d'à côté, de dire que ces Jeux Olympiques, ça pouvait précisément être aussi l'occasion de réfléchir à la manière dont on allait adapter les stations de basse et de moyenne altitude, et que ça pouvait aussi être une occasion d'une réflexion collective sur le futur de la montagne face au changement climatique. Que n'avais-je pas dit ? Quelque chose qui pouvait vaguement s'apparenter comme du soutien à ces Jeux d'hiver, qui apparaissent dans énormément de milieux écologiques comme l'hérésie absolue. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'écologie, ça consiste surtout à s'opposer à des projets. Alors je ne dis pas qu'évidemment il faut faire tous les projets, mais on a l'impression que les grandes victoires écologistes, c'est quand on parvient à arrêter des projets. Et je me dis, si on pouvait, en matière d'écologie, se réjouir de la même façon de l'installation d'un nouveau réseau électrique, de l'installation d'une nouvelle usine de fabrication de batteries électriques, sur la mise en circulation d'un nouveau tronçon autoroutier équipé face aux adaptations, de la même manière qu'on va se réjouir de l'abandon d'un projet comme l'A69, sincèrement, nous aurions un tout autre débat public sur ce sujet, et je crois que l'enjeu fondamental, et je crois que c'est un enjeu que peuvent porter les ingénieurs, c'est que nous nous réjouissions aussi de projets qui vont favoriser la transition et l'adaptation, plutôt que d'être systématiquement dans cette sorte d'écologie du contre, où globalement l'écologie est quand même perdante la plupart du temps. Et c'est ce que nous avons essayé de faire et de montrer tout au long de cette journée, c'est qu'en collaborant, en participant, en regardant les choses de manière positive, on arrive à avancer pour réutiliser, réinventer, régénérer. C'était la thématique de cette journée. Merci à tous les quatre d'avoir pris part à ce débat. Je vais inviter Pascal Ray à venir prendre la parole pour clôturer cette première journée de l'ingénierie, qui en appelle d'autres, j'imagine, puisque... Bien, ça a déjà écoutez, été dit. Merci déjà à tous les intervenants de la journée. Merci
à tout le monde. Juste pour vous dire quelques éléments, aujourd'hui, on a eu un peu plus de 700 inscrits. Voilà, donc je pense qu'on peut en être fier pour une première journée. Voilà. Et ce qui fait que si on cumule tout ça sur chacune des conférences, ça fait 2200 personnes, quelque chose pareil. Voilà. Donc ça fait, c'est bien. Voilà. Je crois qu'on peut en être fier. On peut dire aussi, ça représente à peu près 50% d'entreprises, de gens venant d'entreprises. Voilà. D'accord. Et puis à peu près 12% d'étudiants. Voilà, je mets que quelques chiffres, ça suffira. Juste deux mots par rapport à ce qui a été dit. Alors, je n'ai absolument pas la prétention de faire une synthèse de la journée, d'accord. Voilà, je laisserai ça à des gens bien plus compétents que moi. Mais quand même, je crois qu'on peut dire qu'on a deux niveaux de points d'information. Donc, un premier point, c'est le pourquoi. Et donc, des mots qui sont ressortis tout au long de la journée, c'est-à-dire qu'il faut nous interroger sur les besoins, sur les usages, tout ce que nous faisons, et sur les valeurs. Je crois que c'est trois mots qui ressortent assez bien de la journée. Et puis le deuxième point, c'est le comment. Comment on peut faire pour tout ça. Donc tout d'abord, ça a été dit plusieurs fois aussi, la coopération. Voilà, donc ça, c'est un maître mot qui nous plaît bien. La notion de territoire, qui est largement intervenue, avec des réponses à l'échelle des territoires. Voilà. Et puis le régénératif. Donc là, des choses extrêmement importantes où on a pu entendre aussi qu'il fallait aller vers une innovation basée sur la nature. Aussi, c'est des mots qui me percutent chez moi, donc je les ai bien notés. Et aussi qu'on doit travailler sur une économie à visée régénérative. Voilà, donc c'est tous des mots qui ressortent bien. Et puis je dirais qu'on doit travailler, nous, sur une ingénierie à visée régénérative. Voilà, donc quelque chose d'important. Et puis, pour conclure, je crois qu'on peut dire que les ingénieurs ont les atouts pour donner envie d'agir. Ça a été dit, François Gémen l'a rappelé, je crois qu'on peut le dire. Et puis un dernier mot par rapport à des propos qu'on a entendus sur cette table ronde, avec des échanges nourris, intéressants. Restez optimistes. Voilà, je pense que c'est important. Donc merci au nom de mes 3 collègues, voilà, pour votre participation active, et merci à tous les intervenants. Merci à Raphaël, parce que je pense qu'elle doit être épuisée, parce que je pense que nous le sommes dans l'état. Donc merci. Et encore merci au GECO, à Pascal, et puis toute l'équipe d'Hélène. Merci à tout le monde.